Mais sinon, cette nuit, ouais, il y avait l'UFC 266 que j'ai regardé presque entièrement. J'ai regardé. Genre ça commençait à 1h, ça finit vers 7h30. Et j'ai regardé de. En gros 3h jusqu'à 7h30, jusqu'à la fin. Donc j'ai presque tout suivi. J'ai regardé tous les combats. Enfin, non, j'ai pas vraiment fait ça. Tous les combats dont j'avais parlé dans la preview, j'ai fait en sorte de pouvoir les regarder. Parce qu'il y en a un, je suis arrivé un peu en retard et tout. Bref. Au final, j'ai vu tous ces combats-là. Donc je pourrais en parler maintenant, faire un petit recap. Mais en tout cas, sachez que c'était vraiment. Je l'avais dit, bah Odette était là quand j'en parlais. C'était une carte sous-côté. Enfin, sous-côté. C'était une carte Ça a fini à quelle heure? peu suivie. Hein. Ça a fini à quelle heure? Ça a fini à 7h30, je crois. Wow. Et ouais, c'était vraiment une carte peu suivie. Mais c'était une des meilleures cartes de l'année, simplement. C'était sur le papier déjà le cas. Et bah, ça s'est confirmé avec les combats en fait. Parce qu'elle attirait pas beaucoup d'attention, pas beaucoup de monde. Parce qu'à part Nick Diaz, il n'y avait pas grand monde qui fait parler quoi. Mais techniquement et en termes de spectacle, c'était absolument fou. Et en plus de ça, presque tous mes pronos, parce qu'à part Volkanovski Ortega, je vais en parler après, je vais revenir dessus après, mais à part ce combat-là, tous mes pronos étaient bons. Donc en foot, j'ai été très mauvais, mais en MMA, j'étais très bon. Je crois que le premier combat que j'avais parlé, c'était Dan Hooker dans le preview, contre Nasrat Akparast. Et ben, j'avais prévu que Dan Hooker gagne sûrement la décision, en tout cas en montrant qu'il était toujours aussi dangereux debout. C'est ce qu'il a fait pendant un round et demi, on va dire. Et après, dans le reste du combat, il a surtout utilisé beaucoup sa lutte, ce qui a surpris tout le monde, parce qu'il le fait très très rarement. Mais en tout cas, là, il l'a très bien fait. Et surtout, il a surpris Nazar Takparas, qui ne s'y attendait pas du tout. Il en parlait, en plus, il y a une vidéo dans les backstage. Après le combat, il parlait avec Georges Saint-Pierre, qui est parmi ses coachs en gros. Et il disait qu'il ouais, s'attendait vraiment pas à ce qu'il utilise sa lutte. Donc le game plan de Dan Hooker était parfait. Et il revient dans la course aux contenders de la catégorie lightweight qui est la plus relevée de l'histoire. C'est n'importe quoi. Ensuite, il y avait aussi. Bon, bah, j'ai passé un combat en tout, mais il y avait Curtis Blades contre Jairzinho Rozenstruik. Dans la preview, j'avais dit que je voyais bien Curtis Blades emporter parce que Rozenstruik ne bouge pas assez et que Curtis Blades il a sûrement appris de son erreur face à Derek Lewis au niveau de ses entrées en lutte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a pas fait d'erreur à ce niveau-là. Il a été très patient. Il a attendu le bon moment et le bon timing pour emmener Jairzinho Rozenstruik au sol. Et quand il l'a emmené au sol, il a juste contrôlé le combat. C'était pas très spectaculaire, il se passait trop de choses dans ce combat-là. Euh, mais par contre, ouais, Curtis Blades a juste géré la chose. Et pareil, il revient aussi dans le, je pense, top 3 presque. Hein. Top 3 des poids lourds. Donc oui, il y a de fortes chances pour qu'il combatte soit un Stipe Miocic, soit le perdant d'Enganou, Ngannou Cyril Gane ou quelque chose comme ça. Donc il est vraiment très très bien pour le coup. Euh, Ensuite, il y avait le combat qui était le plus attendu et le plus suivi, mais qui, moi, ne me hypait pas trop trop, parce que c'est quand même deux mecs de 38-39 ans qui s'affrontaient, c'est-à-dire Nick Diaz et Robbie Lawler. Ils faisaient une revanche 17 ans après leur premier combat. Nick Diaz, c'était son retour 6 ans après son dernier combat à l'UFC tout court, enfin en MMA même tout court. Et pendant 2 rounds, c'était très bien. C'était très lent, les deux étaient assez lents, il n'y avait pas beaucoup de puissance. Par contre, il y avait beaucoup de volume. Les deux ont juste resté debout et ont striké avec l'autre. Mais bon, on a vu que Nick Diaz fatiguait très vite. J'avais parlé de son état de forme dans la preview et là, en effet, il n'était pas au niveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le combat est passé de welterweight à middleweight, c'est-à-dire, je crois, 7 kilos au-dessus. C'est parce que je pense que si il voulait cutter pour arriver au poids des welterweight, il aurait été encore plus en méforme. Là, c'était déjà très compliqué. Au troisième round, c'était déjà plus le Nick Diaz des deux premiers rounds. Et au final, il s'est juste pris un mauvais coup. Et les frères Diaz, donc Nick Diaz et Ned Diaz, sont connus pour ne jamais abandonner. Et là, pour le coup, juste il est resté au sol. Robbie Lawler a dit en gros à l'arbitre qu'il attendait qu'il se relève. Nick Diaz s'est pas relevé, donc fin du combat. En gros, il a vraiment abandonné, littéralement. Et c'était quand même assez triste de voir ça parce que les frères Diaz, c'est vraiment normalement tout l'inverse. Ces mecs, ils ne lâchent jamais rien. Et là, c'était quand même triste de voir ça, mais bon, il fallait s'y attendre 6 ans après son dernier combat.
Bon, malgré tout, 6 c'était ans quand même d'arrêt, plaisir c'est de. chaud quand même. T'as dit quoi? C'est chaud quand même, 6 ans d'arrêt. Ouais, bah ouais, en fait, il a eu. Pour expliquer un peu, il a combattu Anderson Silva. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un des meilleurs de l'histoire. Et après le combat, donc c'était victoire de Anderson Silva à décision. Après le combat, Anderson Silva a été testé positif à deux substances illégales. Et Nick Diaz a été testé positif à la marijuana. Et Ah, il a pris genre 5 ans d'arrêt. Parce que c'est putain, par rapport 5. à l'état dans lequel il combattait et tout ça. Enfin, en gros, il y a eu plein de trucs juridiques de partout. Au final, il a pas pu combattre pendant très longtemps. Après, je pense qu'il avait plus trop envie de revenir. Et là, maintenant, il y avait une envie de revenir. Et pourquoi Robbie Lawler? Je pense que c'est juste parce qu'il s'était combattu il y a très très longtemps. Donc il y avait une petite histoire, quoi. Mais pour moi, c'était une mauvaise idée, hein. C'est juste parce qu'il est très aimé, très suivi par les fans de l'UFC. Et donc, forcément, ça fait vendre des pay-per-view. Donc, c'est pour ça qu'il est revenu, quoi. Enfin, que l'UFC Il a, a voulu le faire revenir. il a touché un beau chèque. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Ah, Mais bah. bon, même, je pense que lui, il s'en fout un peu. En fait, les frères Diaz, ce qu'il faut se dire, c'est que bon, ils sont quand même pas bêtes, ils savent qu'ils vont prendre de l'argent, etc. avec les combats, mais c'est des mecs, ils s'en foutent de l'avant-combat, de l'après-combat, juste ils veulent être dans la cage et se battre. C'est ça leur, leur envie, c'est Ok, vraiment ça. d'accord. Et là, Se pour le foutre coup, sur la gueule. c'est pour ça que là, c'était très triste de le voir abandonner comme ça. Surtout qu'il n'était pas non plus réellement KO, parce qu'en gros, il se prend un crochet, il tombe, enfin, il se met au sol, plus qu'autre chose. Il esquive un uppercut, donc il était encore conscient, totalement conscient. Et juste, il doit se relever et il dit non, en gros, j'abandonne. Donc ouais, c'était quand même triste. Mais c'était prévisible dans un sens. J'espère que s'il revient, ce sera pas contre quelqu'un qui est. Enfin, en tout cas, pas contre un jeune combattant ou quelqu'un qui est en train de monter à l'UFC parce qu'il va se faire détruire, c'est sûr et certain. Là, Robbie Lawler, c'était un bon choix, on va dire. J'espère qu'il va pas revenir tout court, parce que, à part s'il revient vraiment, vraiment en forme, mais sinon, ce serait pas une bonne chose. Ensuite, il y avait le co-main event avec Valentina Shevchenko contre Lauren Murphy. J'avais prédit que Valentina Shevchenko allait dominer Lauren Murphy de la tête et des épaules. C'est exactement ce qui s'est passé. Genre, elle a vraiment dominé, mais comme dans tous ses derniers combats, il n'y avait pas match en fait. Au final, elle gagne par TKO, je crois que c'est au troisième ou quatrième round, je sais plus trop. Il n'y avait pas tant d'action que ça, mais en fait, c'était tellement technique et tellement. Elle était tellement plus rapide, tellement plus puissante que Lauren Murphy, qu'au final, Lauren Murphy était juste dépassée et elle trouvait absolument aucune ouverture. Et par contre, ouais, quelque chose de très décevant dans ce combat, c'est qu'on presque entre tous les rounds, l'UFC s'attardait sur le coin de Lauren Murphy, donc on entendait ce que ses coachs lui disaient, et en fait, bah, il lui mentait tout simplement. Ça pour dire que le coin de Lauren Murphy n'était pas réaliste avec elle. Et en plus, le pire c'est que sur la même carte, on a vu l'opposé, l'extrême opposé. Par exemple, Nasrat Akparas qui se faisait dominer pendant les deux premiers rounds, son coin lui a dit là ça y est, tu perds les deux rounds, tu vas perdre le combat, donc va de l'avant, il faut que tu cherches un KO, une soumission, il faut que tu fasses quelque chose. Et Nasrat Akparas pendant le troisième round, après avoir entendu ça, il était beaucoup plus efficace, il faisait les choses beaucoup mieux, il était beaucoup plus agressif. Et ça se passait beaucoup mieux le combat. Le troisième round était très serré alors que les deux premiers rounds c'était clairement pour Dan Hooker. Et bah même je vais en parler juste maintenant, mais même pour Volkanovski Ortega, il s'est passé à peu près la même chose en fait. Donc ouais, pour parler un peu du main event, c'était, je pense, enfin, on pourra en parler à la fin de l'année, mais je pense que c'était l'un des combats de l'année. Sûrement même le troisième round, je pense que c'était l'un des rounds de l'année. Et je pense que c'était l'un des plus gros combats de l'histoire de la catégorie, pour vous dire à quel point c'était fou. Il y a vraiment tout en réalité dans le combat. Je vais faire round par round, enfin à peu près round par round. Dans les deux premiers rounds, c'était assez serré. C'était beaucoup de striking et les deux sont restés debout. Volkanovski avait quand même un léger avantage parce qu'il mettait plus la pression. Il étouffait un peu Ortega et surtout son jeu de feinte était parfait en fait. Il gênait vraiment Ortega dans ses combinaisons. Après, il y a eu un troisième round absolument monumental. Le troisième round, il commence par juste du striking. Volkanovski qui continue un petit peu de dominer Ortega, d'avoir un léger avantage. Et Ortega attrape un kick de Volkanovski, l'emmène au sol et il
jump the guillotine, comme dirait Dustin Poirier, juste il va pour la guillotine. Et Brian Ortega, c'est vraiment l'un des meilleurs en jiu-jitsu brésilien de l'UFC actuellement. Il est allé à 200 à l'heure, genre vraiment c'était une attaque éclair. Genre. Il a lancé sa guillotine en 2 secondes. En plus, elle est montée, donc c'est-à-dire il était sur Volkanovski avec les deux. Enfin, Volkanovski était entre ses jambes, en gros. Et Volkanovski, en fait, c'était juste inhumain parce qu'il a réussi à se sortir de ça après, je pense, plus de 10 secondes dans la guillotine. Il a réussi à s'en sortir. Je sais même pas comment il a tenu. Même à un moment donné, Paul Felder qui commentait, qui était parmi les commentateurs, il a dit genre c'est fini là. Et 3 secondes après, Volkanovski a réussi à s'en sortir. C'est pour que vous vous rendiez compte, normalement quand vous êtes dans une guillotine comme ça, quand c'est juste une ceinture noire, pas l'une des meilleures ceintures noires du UFC, quand c'est juste une ceinture noire, au bout de 5 secondes, soit le mec tape, soit il se fait endormir petit à petit. Là, Volkanovski a tenu plus de 10 secondes, littéralement dans la guillotine. Euh, en fait, je sais même pas comment expliquer ça, c'est juste du courage, genre de la résistance. Et en plus, après comment il a dit qu'à un moment donné, il a pensé dans sa tête, ouais, je crois que là je vais perdre. Et en fait, il a juste pas lâché, il a réussi à s'en sortir quand même. Mais pour sortir de cette soumission là, c'était déjà monstrueux. Parce que Brian Ortega, c'est vraiment un mec qui. Il est létal dans ses attaques en soumission. Et 2 secondes après, j'ai une autre image de la guillotine de au-dessus. Vous voyez vraiment les jambes d'Ortega qui entourent Volkanovski. Au final, je sais pas si vous voyez là sur l'image, mais la main droite de Volkanovski, elle a beaucoup aidé à enlever la pression des hanches. Donc ça l'a aidé quoi. Mais bon, dans tous les cas, il était quand même. Ortega a dit qu'il l'a entendu, genre qu'il respirait plus en gros. Enfin bref. Juste après ça, une fois qu'il s'en est sorti, il y a eu une autre soumission de Brian Ortega, une autre tentative de soumission. Cette fois, c'était un triangle, donc avec les jambes. Là, c'était quand même beaucoup moins serré que la guillotine qui, elle, était vraiment bien en place. Donc Volkanovski s'en est sorti un peu plus facilement, on va dire. Euh, Après qu'il soit sorti de la soumission, il a pris le dessus au sol. Il y a eu un ground and pound, ground and pound des ténèbres. Brian Ortega, il a pris genre vraiment des. Je sais pas si vous voyez à quoi ressemble Volkanovski, mais c'est genre une boule de muscle. Il a pris des bombes nucléaires dans la tête, Brian Ortega. Et ça se voyait, ce qu'il répondait pas vraiment au sol, juste il essayait de s'en sortir quand il pouvait, mais c'était vraiment compliqué. Il survit quand même jusqu'à la fin du round, avec un œil et demi, parce qu'il avait un œil qui était à moitié fermé, enfin plus qu'à moitié fermé même. Et regardez juste comment il était à la fin du round. Il est vraiment allongé sur le dos en mode il est mort. Et il s'était devant son coin, donc juste son coin est arrivé. Ils ont mis le tabouret, ils l'ont assis dessus. Et il a réussi à survivre après ça, mais c'est exactement comme Volkanovski juste avant. Je ne sais pas comment il a survécu à ça. C'est pareil, c'est détermination et résistance et courage. Il arrive à faire un quatrième round où il se fait encore plus dominer, où il prend très 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 cher. Il survit dans le quatrième round, et dans le cinquième round, entre le quatrième et le cinquième round, son coin lui dit que ben ça va être chaud en fait. Là, il va falloir aller la chercher en gros. Il va falloir chercher une finition. Et dans le cinquième round, il est encore plus impressionnant que dans le quatrième round parce qu'il fait reculer Alexander Volkanovski. Il lui met une grosse pression. Il le gêne vraiment. Il le touche plusieurs fois. Volkanovski, bon, il est juste trop fort, donc ça allait quoi. Mais il le touche quand même plusieurs fois. Ah oui, d'ailleurs, je crois qu'il tente une quatrième soumission, j'en ai pas parlé, mais je crois que dans le premier round, non, dans le quatrième round, il tente encore une soumission, Brian Ortega, mais ça passe pas non plus. Je pense que c'est. Je sais pas si c'est un dart choke, mais en tout cas, ouais, il tente encore une soumission et ça passe pas. Et ça le fatigue encore plus d'ailleurs. Euh, Ouais, ouais, au final, juste le fait que son corner ait été sincère avec lui, bah, ça l'a totalement aidé. Hein. Ça montre encore une fois que le corner de Lauren Murphy n'a pas fait les bons choix, quoi. Mais bon, malgré tout ça, Volkanovski l'emporte à la décision. Décision unanime. Je crois que c'est 50-46 pour le premier juge, 50-45 et 50-44. C'est un truc comme ça. Il y a quand même un juge qui a mis un round 18 qui est débattable mais compréhensible. Et ouais, juste combat de fou quoi. Les deux ont montré à quel point c'était des champions. Bon, Brian Ortega n'est pas champion, mais c'est tout comme. Et par contre, ouais, son discours d'après combat, c'était c'était inspirant, on va dire. Je vous laisse aller écouter si vous voulez. Je pense qu'il doit être sur. Bon, je pense que vous pouvez le trouver sur Twitter, Insta, peu importe. En tout
tout cas, il doit être disponible librement, on va dire. Mais en tout cas, les deux ont fait un combat de fou. Je pense que là, la suite pour Alexander Volkanovski, c'est simplement le vainqueur de Max Holloway, Yair Rodriguez, qui est, je crois, le 13 novembre, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est en novembre en tout cas. C'est un combat qui aurait dû déjà se faire, mais qui a été repoussé parce que Holloway était blessé. Et apparemment, il veut peut-être aussi aller chercher un combat en lightweight, donc la catégorie au-dessus, sachant que Dustin Poirier et Charles Oliveira vont combattre en décembre. Je sais pas comment il va faire. Mais je pense que ouais, la suite, ça doit être ça. Ortega, lui, il va sûrement avoir besoin d'un combat en plus, que vu ce qu'il a fait là, un seul combat, ça devrait suffire. S'il le gagne, évidemment, pour redevenir un contender, quoi. Mais en tout cas, combat de fou, carte de fou, tout était beau, c'était parfait. En plus, il y a eu du respect à la fin entre les deux, alors qu'il y a eu pas mal de trash talk pendant la conférence de presse et à la pesée. Et d'ailleurs, l'entrée de Brian Ortega était vraiment parfaite. Il avait un. Je sais pas comment le décrire ça, mais en gros, lui et son équipe, ils avaient un casque. Et c'était vachement stylé. Ça faisait peur un peu même. Donc en vrai, c'était totalement validé. Et ouais, sinon, très très belle carte, hein. Très beau combat, très belle carte. Voilà les amis, pour le recap. Et ouais, du coup, je pense mercredi, on va regarder le. Je vais faire une analyse un peu plus poussée, on va dire, du combat dont j'ai parlé tout à l'heure, Volkanovski Ortega. Parce que c'était vraiment un énorme combat. Donc ouais, mercredi, je pense, le live sera ça. J'essaie de live, pas dans les horaires de la Ligue des Champions, mais ça peut être facile. Ah ouais. Bah écoutez, bonne soirée tout le monde, hein. On se retrouve mercredi du coup. Bonsoir. Et samedi prochain, Inch'Allah. Bisous.